Voilà, allez, on démarre rapidement. Bonjour à tous, donc saison 5, épisode 7 de nos webinaires Made by Nexialist. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver donc, pour ce nouvel opus de nos webinaires. Aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre 2024. Pour info, ça fait 40 ans, pile poil, j'aime bien, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien cette expression pile poil. Il y a 40 ans, démarrait une nouvelle chaîne sur le PAF. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a 40 ans, naissait Canal+. Je sais, ça n'a strictement rien à voir avec notre actualité d'aujourd'hui, mais j'avais envie de vous le partager, parce que moi, ça a pas mal changé ma vie de jeune homme à l'époque. Mais pour la plupart d'entre vous, Laura, n'était même pas née, Justine non plus, enfin bref, voilà, ça c'est autre chose. Mais comme vous le... Donc on n'est pas là pour parler de Canal+, comme vous le savez, vous êtes quand même nombreux à être fidèles à nos webinaires mensuels. Nexialist s'appuie sur la gestion de la connaissance pour asseoir son expertise dans le domaine large de la conformité des produits de santé. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter les dernières évolutions réglementaires pour faire face à des pénuries potentielles de dispositifs médicaux. Et nous espérons, en se basant sur ces textes-là, vous donner quelques conseils pour anticiper ces pénuries et essayer d'en atténuer leur impact. Ce sujet, on l'avait choisi ensemble avec l'équipe de Nexialist pour la rentrée du DM. Et donc là, j'avais pris ma casquette universitaire et j'avais déjà effectivement demandé à Chloé de venir présenter ce sujet à la rentrée du DM. Devant le nombre de questions et de l'intérêt qui a été clairement manifesté le 8 octobre dernier à Besançon par les nombreux participants de la rentrée du DM, on a choisi de le présenter à nouveau aujourd'hui devant nos clients Nexialist et pour les personnes qui n'auraient pas eu la chance d'avoir vu, de voir Chloé en direct à Besançon. Voilà. Donc je vais pas discuter plus longuement. Je vais laisser la parole à Chloé, non sans vous avoir au préalable vous demander de couper vos micros. Et bien entendu, vous avez un chat à votre disposition et on se fera le plaisir de répondre à toutes les questions qui vont émaner de la présentation de Chloé. Moi, je me permettrai de reprendre la main à l'issue de cette présentation pour animer la session de questions-réponses. Chloé, voilà, je te laisse la parole et je Merci. coupe ma caméra et mon micro. À toi de jouer, Chloé. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis ravie d'intervenir aujourd'hui pour vous présenter l'évolution globale des réglementations concernant les pénuries de dispositifs médicaux et comment les anticiper ou atténuer leur impact. Pourquoi évoquer les pénuries avec vous aujourd'hui ? Vous l'avez peut-être constaté par vous-même, et c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Il y a une sorte d'effervescence à l'échelle internationale autour de la gestion des pénuries. Ayant été confrontés aux difficultés d'approvisionnement des produits de santé durant la pandémie de Covid-19, la plupart des États se sont engagés dans des mesures d'exception visant à assurer le maintien de la distribution des produits de santé. Et nous, en tant que société de conseil, on a constaté chez nos clients que ces dispositions récentes sont encore peu connues et encore moins intégrées dans les systèmes de management de la qualité des entreprises. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous sensibiliser sur leur existence et sur la nécessité de les prendre en compte dans vos systèmes. Donc, après vous avoir présenté les éléments de contexte tels que les définitions, les causes, les types de pénuries et leurs conséquences, nous ferons un état des lieux des dispositions réglementaires concernant les pénuries dans l'Union européenne et particulièrement en France, en Suisse, au Royaume-Uni, mais aussi dans certains pays membres du MDSAP, tels que le Canada, les États-Unis, le Japon et l'Australie. Et enfin, nous verrons des conseils pour anticiper les pénuries et atténuer leur impact. Commençons par les éléments de contexte et tout d'abord par les définitions qui sont des définitions européennes qui sont issues du règlement 2022-123 relatif à un rôle renforcé de l'Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux, qui définit la pénurie comme une situation dans laquelle l'offre d'un dispositif ne répond pas à la demande de ce dispositif au niveau national, quelle que soit la cause. L'offre étant définie comme le volume total du stock d'un dispositif donné mis sur le marché par le fabricant et la demande étant définie comme la demande d'un dispositif par un professionnel de la santé ou un patient en réponse à un besoin clinique.
Il est également précisé que la demande est dûment satisfaite lorsque le dispositif est acquis en temps voulu et en quantité suffisante afin d'assurer aux patients des soins optimaux en continu. Il existe différents types de pénuries. On a le risque de pénurie, qui peut également être appelé selon les juridictions pénurie potentielle ou pénurie prévue. C'est quand l'offre future ne pourra pas satisfaire à la demande prévue. On a également la pénurie réelle ou avérée, quand l'offre est insuffisante pour satisfaire à la demande courante. Et on a les arrêts de commercialisation, donc du fait qui sont décidés, qui sont initiés par le fabricant. Les causes possibles des pénuries sont multiples. Les causes peuvent être subies par le fabricant, donc à gauche sur la slide, ou initiées par le fabricant, à droite. Parmi les causes subies par le fabricant, on a les baisses de l'approvisionnement qui peuvent être dues à des difficultés de fabrication, comme des pénuries de matières premières ou de composants, ou des coûts de production impactant la marge. On a également possiblement des difficultés de distribution, comme des problèmes de transport, des difficultés logistiques ou des problèmes géopolitiques. On a également les hausses de la demande qui se matérialisent par l'évolution des tendances des maladies ou d'utilisation des dispositifs. Et on a les deux, c'est-à-dire une variation de l'approvisionnement et de la demande. Donc, comme ça a été le cas lors de la pandémie de Covid-19 et comme ça pourrait être le cas pour d'autres types de pandémies ou d'urgences de santé publique. Ensuite, on a la cause initiée par le fabricant, tout à droite, qui est tout simplement la décision du fabricant d'interrompre la vente du dispositif ou de la gamme d'un dispositif. Et entre les deux, entre initié et subi, on a les rappels à la suite d'incidents, puisque le fabricant a une marge de manœuvre pour y remédier, et les problèmes d'homologation, qui peuvent être soit dus à une sanction, soit à une maladresse de la part du fabricant. Donc, ça peut être une perte d'autorisation réglementaire suite à une non-conformité ou une difficulté à obtenir l'autorisation réglementaire. Je pense par exemple à la transition de la directive vers le règlement européen. Et ces pénuries, elles peuvent avoir de graves conséquences pour la santé et la prise en charge des patients, entraînant potentiellement une progression de la maladie ou une aggravation des symptômes, des retards accrus ou des interruptions dans les soins ou la thérapie, des hospitalisations plus longues, une transmission évitable de maladies infectieuses, une détresse psychologique importante et une exposition accrue aux dispositifs falsifiés. L'impact est également sur les systèmes de soins de santé avec une augmentation des dépenses et bien évidemment un coût social. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec un état des lieux des dispositions réglementaires dans les différentes juridictions. On va commencer par l'Union européenne. Tout d'abord, comment ne pas mentionner le règlement modificatif 2024-1860 qui a été publié en juin dernier et qui est venu amender les règlements DM et DIV. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce règlement, il a introduit une nouvelle disposition en cas d'interruption dans la fourniture de certains dispositifs à l'article 10 bis du règlement, qui stipule que si l'interruption ou la cessation peut entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique, le fabricant informe de l'interruption ou de la cessation prévue l'autorité compétente de l'État membre dans lequel lui-même ou son mandataire est établi, et les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels le fabricant fournit directement le dispositif. Et cela au moins 6 mois avant l'interruption prévue, sauf circonstances exceptionnelles. On verra ce que signifie circonstances exceptionnelles dans les slides suivantes. Cette disposition, elle s'appliquera le 10 janvier prochain. Néanmoins, les fabricants sont encouragés à informer volontairement les utilisateurs de leur dispositif avant cette date. Et cette disposition, elle a un impact important pour les fabricants. D'une part, parce que de nombreux États membres de l'Union européenne n'imposaient aucune disposition de ce type jusqu'à présent et que désormais, tous les États membres vont être logés à la même enseigne. Et d'autre part, ça va simplifier largement la procédure de notification puisque avant janvier 2025, si on avait une pénurie de dispositifs, il fallait potentiellement la déclarer dans tous les États membres dans lesquels on commercialisait le dispositif, du moins dans les États membres dans lesquels la législation l'imposait.
alors qu'à partir de janvier 2025, une seule déclaration dans un seul État membre suffira, donc l'État membre dans lequel est basé le fabricant ou le mandataire. Ça, c'est côté fabricant. Ensuite, côté autres opérateurs économiques, donc les distributeurs, les importateurs, qui ont reçu l'information du fabricant ou d'un autre opérateur économique faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, doivent informer tout autre opérateur économique, les établissements de santé et les professionnels de la santé, auxquels ils fournissent directement le dispositif, de l'interruption ou de la cessation attendue. Et cela sans retard injustifié. Tout comme pour les fabricants, la date d'application de cette disposition, c'est le 10 janvier 2025. Et cet article 10 bis, donc, qui a été institué par ce règlement modificatif, s'applique également aux legacy devices, donc les dispositifs directives. Une information très récente, puisqu'elle date de jeudi dernier, si je ne me trompe pas, de la semaine dernière en tout cas, la Commission européenne a publié en octobre 2024 un document de questions-réponses sur les aspects pratiques liés à la mise en œuvre de l'obligation d'informer de l'interruption ou de la cessation de fourniture de certains dispositifs, donc qui a été prévu à l'article 10 bis. Et on a des précisions importantes qui ont été apportées, notamment concernant qui est concerné. Donc, il est précisé que l'obligation d'information en cas d'interruption ou de cessation de la fourniture de certains dispositifs incombe uniquement aux fabricants, qu'ils soient établis dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Le fabricant ne peut pas déléguer sa responsabilité légale pour cette tâche, mais il peut se faire assister par son mandataire ou par d'autres opérateurs économiques ou d'autres tiers dans la mise en œuvre des tâches opérationnelles qui sont liées. Une fois la notification effectuée, il incombe aux opérateurs économiques notifiés de transmettre les informations fournies par le fabricant, donc sans modifier, compléter ou paraphraser pour préserver l'intégrité de l'information, dans la chaîne d'approvisionnement jusqu'à ce qu'elle parvienne aux établissements de santé ou aux professionnels de santé. Donc, il est bien précisé que les fabricants ne sont pas tenus d'informer les acteurs auxquels ils ne fournissent pas directement le dispositif. Donc ça, c'est une précision importante. Ensuite, concernant le délai d'information, on a vu tout à l'heure que les fabricants doivent communiquer l'information au moins 6 mois avant l'interruption ou la cessation attendue, mais il est précisé qu'ils sont encouragés à le faire plus tôt dans la mesure du possible. Quant aux opérateurs économiques qui ont reçu des informations de la part du fabricant, ils doivent partager ces informations sans retard injustifié, nous disait-on, c'est-à-dire dès que possible et sans retard causé intentionnellement ou par négligence. C'est ce que précise le document de questions-réponses. Ensuite, on a des précisions qui concernent les définitions des différents termes utilisés dans l'article 10 bis que je vous ai mis sur la slide. Donc, on a vu qu'il était admis que des circonstances exceptionnelles puissent empêcher un fabricant de satisfaire à l'exigence de notification de la pénurie. Dans ce cas, le fabricant doit informer les acteurs concernés dans les plus brefs délais. Par circonstances exceptionnelles, il est entendu que le fabricant ne soit pas en mesure d'anticiper ou de confirmer une interruption ou une cessation de la fourniture en raison de circonstances externes ou internes, soudaines et inattendues. Donc, par exemple, une catastrophe naturelle ou une incapacité soudaine à obtenir des matières premières ou des composants. Ce sont des exemples qui sont cités par ce document de questions-réponses. Une interruption de la fourniture, elle est entendue comme une incapacité temporaire de mettre des dispositifs sur le marché de l'UE d'une durée prévue de plus de 60 jours. Toutefois, ça ne doit pas empêcher le fabricant de notifier une interruption d'une durée inférieure à 60 jours s'il estime que ça peut entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique. Donc, on retient cette notion de 60 jours. Ensuite, une cessation de la fourniture. Elle doit être entendue comme la confirmation d'un fabricant de l'arrêt de la mise sur le marché d'un dispositif sur le marché de l'Union européenne. Et enfin, un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique. Ça correspond à un risque imminent de décès, une détérioration grave de l'état de santé du patient ou une maladie mettant en danger la vie du patient.
Voilà un petit peu ce que nous apporte ce document de questions-réponses qui est quand même très enrichissant pour les fabricants et les autres opérateurs économiques. Ensuite, nous pouvons évoquer le règlement 2022-123, donc le règlement d'où j'ai tiré les définitions de pénurie tout à l'heure. C'est un règlement qui est relatif à un rôle renforcé de l'Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci, qui est venu instituer un groupe de pilotage exécutif sur les pénuries de dispositifs médicaux qui, en cas d'urgence de santé publique, sera habilité à adopter une liste de catégories de dispositifs critiques, à surveiller l'offre et la demande de ces dispositifs critiques et à notifier régulièrement les résultats de la surveillance à la Commission, et à formuler des recommandations sur les mesures pouvant être prises par les différentes parties prenantes, la Commission, les États membres, les fabricants, les ON et les autres entités, afin de se préparer à répondre aux pénuries réelles ou potentielles. Ce règlement, il est applicable depuis le 2 février 2023. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que l'Agence européenne du médicament a de plus en plus de prérogatives qui sont directement liées aux dispositifs médicaux, alors qu'avant, ce n'était que pour les dispositifs combinés, donc, qui intégraient des substances médicamenteuses. Désormais, on voit que l'Agence européenne du médicament a un impact sur le travail de modification de la réglementation relative aux dispositifs médicaux. Et donc, c'est typiquement un site à suivre dans le cadre de votre veille réglementaire, même si vous n'avez pas de dispositif combiné. Se recentrer sur le sujet des pénuries, on peut parler du cas spécifique de la France. La France est l'un des pays qui a développé le système de gestion des ruptures et de suivi des ruptures le plus évolué parmi les différents États membres. C'est d'ailleurs la France qui a réussi à faire passer la disposition de l'article 10 bis dans le règlement modificatif européen, donc le fameux article qu'on vient de voir. Dans notre Code de la santé publique, c'est l'article 27 de la loi DADU, donc la loi portant diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, qui, à l'article 27, a introduit l'obligation pour les opérateurs économiques, donc les fabricants d'un dispositif, leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l'exclusion de la vente au détail, dès lors qu'une situation est qualifiée de situation de risque dans la prise en charge de l'état de santé du patient en raison de l'indisponibilité d'un dispositif, d'une part, d'informer la NSM de l'arrêt ou de la suspension de commercialisation du dispositif, et d'autre part, de déclarer à la NSM les ruptures ou risques de rupture dans certaines situations fixées par décret. Et donc, pour faire suite à cette loi, depuis le 1er septembre 2024, la NSM a mis à jour sa procédure pour déclarer une rupture ou un arrêt de commercialisation d'un dispositif. Et donc, doivent être déclarés à la NSM tout risque de rupture ou suspension temporaire de commercialisation lorsque les mesures utiles et nécessaires anticipées mises en place par l'opérateur et visant à assurer la continuité des soins n'ont pas permis d'éviter le risque, ou lorsque le score de criticité défini par la grille d'analyse de risque et son guide est atteint. Et donc, la même chose pour les arrêts de commercialisation, lorsque le score de criticité défini par la grille d'analyse de risque et son guide sont atteints, les opérateurs économiques doivent notifier la NSM des arrêts de commercialisation. Et donc, on a les différents documents tels que les logigrammes de prise de décision, les guides de lecture du logigramme, les formulaires de déclaration de rupture qui ont été mis à jour. Et on peut saluer le travail de la NSM qui a été fait à ce sujet, qui est de loin le plus abouti de ce qui se fait parmi tous les États membres de l'Union européenne. Donc voilà à quoi ressemble le logigramme d'aide à la décision pour le traitement des ruptures dans la disponibilité d'un dispositif. Je vous ai mis l'hyperlien vers ce logigramme. On voit qu'en fonction du score, s'il est inférieur à 500 ou supérieur à 500, la déclaration sera obligatoire ou non. L'évaluation du niveau de criticité, elle se fait à l'aide du guide de la grille d'analyse de risque en fonction de différents critères.
des critères qui sont liés au produit. Est-ce qu'il existe une alternative, que ce soit un produit ou thérapeutique? Est-ce que le produit est captif d'un autre produit? Par exemple, une seringue peut être captive ou non d'un pouce-seringue. Quel est le niveau de gravité de la pathologie? Est-ce qu'il n'y a pas de pathologie? Est-ce que la pathologie est bénigne, grave? Est-ce qu'elle met en jeu le pronostic vital? Est-ce que le dispositif est destiné à une population fragile? Quel est le volume de consommation en France du dispositif? Quelles sont les parts du marché? Et il y a également des critères portant sur la situation. Quel est le niveau de maîtrise de la situation par l'opérateur? Quelle est la capacité d'approvisionnement au regard des commandes? Et quelle est la durée prévisionnelle du risque de rupture ou de la rupture? Ça nous permet d'évaluer le niveau de criticité. Voilà, ça c'était le petit aparté pour la France. Ensuite, on peut évoquer le cas de la Suisse. Donc, comme vous le savez, en Suisse, il n'y a pas eu de renouvellement de l'accord de reconnaissance mutuelle entre l'Union européenne et la Suisse qui s'imposait à partir du 26 mai 2021, donc date d'application du règlement européen relatif aux dispositifs médicaux. Mais afin de conserver la sécurité d'approvisionnement en DM en Suisse, il y a eu un alignement de la réglementation suisse sur celle de l'UE, avec des modifications des ordonnances suisses, donc l'ODIM et l'ODIV pour le DIV. En se basant sur l'historique, on se rend compte que les derniers amendements à la réglementation européenne ont été pris en compte dans l'ODIM et dans l'ODIV, donc notamment le règlement 2023-607, qui est le règlement qui est venu étendre les dispositions transitoires sous certaines conditions. Le règlement dont on vient de discuter, qui est venu créer l'article 10 bis, donc le règlement 2024-1860, n'a pas encore été intégré dans l'ODIM et l'ODIV, mais Swissmedic a déjà communiqué que ce serait le cas, que l'article 10 bis serait bien repris dans les ordonnances. Au Royaume-Uni, c'est un petit peu la même situation. On a le UK MDR 2002, qui est la réglementation de base, qui est aujourd'hui basée sur la directive européenne 9342, qui est en cours d'amendement, dans l'objectif de s'aligner sur le règlement européen 2017-745. Il y a eu des consultations publiques par rapport à cet amendement au MDR 2002 en fin d'année 2021. Et dans cette consultation publique, la MHRA a suggéré d'intégrer des dispositions concernant les pénuries. Donc, on peut supposer que l'article 10 bis du règlement modificatif 2024-1860 sera intégré dans le UK MDR révisé. Canada, maintenant, le 2 mars 2022, il y a de nouvelles modifications au RIM, au règlement sur les instruments médicaux, qui sont entrées en vigueur. Avec ces modifications, les fabricants d'instruments médicaux de classe 1 à 4 et les importateurs d'instruments médicaux de classe 1 ont l'obligation de déclarer à Santé Canada toute pénurie d'instruments médicaux qui figurent sur une liste d'instruments médicaux avis de pénurie. Et doivent rédiger un avis de pénurie initial dans les 5 jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la pénurie réelle ou prévue, mais également un avis de fin de pénurie dans les 2 jours ouvrables suivant le jour où le fabricant est en mesure de répondre à la demande. Ils doivent également, ces fabricants et ces importateurs, déclarer toute interruption de vente d'un instrument médical inscrit sur la liste si l'interruption risque de causer une pénurie. Et donc là, il faudra soumettre un rapport d'interruption de vente dans les 5 jours ouvrables suivant la décision d'interrompre la vente au Canada. Il y a quand même une exception à cela, c'est les fabricants et les importateurs n'ont pas l'obligation de déclarer les pénuries ou les interruptions de vente à Santé Canada s'ils répondent à la demande dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils anticipent ou prennent connaissance de la pénurie. Sur une base volontaire, les fabricants, les importateurs et les autres intervenants peuvent déclarer les pénuries d'instruments médicaux qui ne figurent pas dans la liste d'avis de pénurie. Par ailleurs, Santé Canada encourage cette déclaration volontaire, notamment lorsqu'elle répond aux critères suivants. La pénurie peut causer un problème de sécurité pour les patients ou les utilisateurs. Un instrument, composant, accessoire ou une pièce de remplacement n'est pas facilement disponible au Canada.
où la pénurie est d'envergure nationale. Donc, pour chaque juridiction, je vous ai mis les sources en fin de slide, les hyperliens. Aux États-Unis, les fabricants de dispositifs, alors certains fabricants de dispositifs doivent notifier une interruption permanente de vente ou une interruption de fabrication qui est raisonnablement susceptible d'entraîner une réduction de l'offre d'un dispositif qui est plus que négligeable et qui affecte la capacité à honorer les commandes pour les dispositifs essentiels lors d'une urgence de santé publique, y compris ceux qui permettent de maintenir la vie, de préserver la vie, ou qui sont destinés à être utilisés dans le cadre de soins médicaux d'urgence ou lors d'une intervention chirurgicale, mais également de dispositifs sur liste, un peu comme pour le Canada, sauf que là, la liste s'appelle 506J, au moins 6 mois avant l'interruption. Pour les autres dispositifs, donc les dispositifs qui ne sont pas sur la liste 506J ou qui ne sont pas des dispositifs d'urgence, les fabricants et les autres parties prenantes sont encouragés tout de même à informer la FDA des interruptions et des arrêts de fabrication sur une base volontaire, en attendant que la FDA finalise ses orientations sur le sujet. Donc, les fabricants sont invités à utiliser un formulaire en ligne pour soumettre cette notification. Au Japon, c'est nettement plus concis, mais ça a le mérite d'être clair. La loi sur l'approvisionnement stable des dispositifs médicaux stipule que les fabricants et les distributeurs sont responsables d'assurer un approvisionnement stable, sauf s'il existe une raison particulièrement impérieuse et justifiée de ne pas le faire. Donc, si l'approvisionnement n'est pas stable, on nous dit que la situation doit être signalée sans délai à l'autorité compétente, le MHLW. En Australie, contrairement à la pénurie de médicaments qui fait l'objet de nombreuses dispositions, il n'existe aucune obligation légale de signaler d'éventuelles ruptures d'approvisionnement en dispositifs médicaux à l'autorité compétente, la TGA. Toutefois, cette dernière encourage les sponsors à les informer des éventuelles ruptures d'approvisionnement. Elle peut également demander des informations dans des délais très courts en raison de l'urgence de certaines ruptures d'approvisionnement. Voilà, donc en Australie, on n'a pas d'obligation légale. Toutefois, on sait par expérience que l'Australie est très à l'écoute de ce que fait la réglementation européenne. Donc, on peut imaginer que ça peut changer dans les années à venir. Pour reprendre tout ce que l'on vient de voir précédemment, je vous propose une petite mise en situation. Admettons que je sois fabricant de dispositifs médicaux, je sois fabricant français de dispositifs médicaux, que mes dispositifs sont mis sur le marché européen, canadien, américain et australien. J'ai connaissance le 8 octobre 2024 d'un risque d'interruption dans la vente de mes dispositifs qui aurait lieu en septembre 2025. Le 8 octobre, donc le jour de la prise de connaissance du risque d'interruption, 5 jours plus tard, le 13 octobre 2024, je devrais notifier ce risque d'interruption à Santé Canada. Admettons que ce dispositif fasse partie de la liste des dispositifs critiques dans les différentes juridictions. Si l'interruption, on le sait, est prévue en septembre 2025, donc 6 mois avant, en mars 2025, je devrais notifier le risque d'interruption à la FDA et à l'ANSM, puisque je suis fabricant français, donc je dois notifier l'autorité compétente où j'ai mon siège social. Par ailleurs, je devrais également informer le sponsor australien pour que ce dernier puisse notifier la TGA sur une base volontaire. Et il ne faut pas oublier que tout au long de la prise de connaissance du risque d'interruption à l'interruption, je communique avec les opérateurs économiques et les utilisateurs. Donc voilà, on voit très bien sur ce schéma qu'en fonction des juridictions, la date de référence pour la notification du risque de pénurie n'est pas la même. Pour le Canada, c'est le jour de la prise de connaissance du risque plus 5 jours, alors que pour les États-Unis et l'Union européenne, c'est le jour de l'interruption prévue moins 6 mois. Passons maintenant aux conseils pour anticiper les pénuries et atténuer leur impact. Donc, quelques petits conseils pour intégrer la réalisation de cette activité au sein de votre organisation. Ce qui est primordial, c'est vraiment de gérer ces risques de pénurie.
c'est-à-dire d'identifier les situations à risque, les analyser et de maîtriser les risques de pénurie. Donc, sur les mêmes principes que la gestion des risques plus générale que vous avez l'habitude de faire finalement. Donc, ça signifie que les personnes qui seront en charge de gérer les risques de pénurie doivent être formées ou à minima sensibilisées au principe de la gestion des risques classique. Deuxième chose essentielle, c'est de sensibiliser tous les acteurs du cycle de vie du dispositif à reconnaître et à rendre compte des situations qui peuvent potentiellement provoquer une pénurie. Par exemple, si le service achat souhaite déréférencer un sous-traitant, il faut qu'il ait le réflexe de se poser la question de si ça peut potentiellement provoquer une pénurie. Et si c'est le cas, remonter l'information aux affaires réglementaires. Ensuite, il est important d'établir une procédure spécifique sur la gestion des pénuries ou d'intégrer des dispositions sur la gestion de pénuries dans des procédures existantes pour définir notamment les modalités de notification d'une pénurie à l'autorité compétente, donc les délais, les interlocuteurs, les formulaires, les modalités de communication entre les services et avec les autres opérateurs économiques, etc. Alors, la procédure spécifique, elle a l'avantage de traiter tous les aspects de la gestion de la pénurie dans un même document, mais l'inconvénient, c'est que les modalités de gestion de la pénurie n'apparaîtront pas dans la procédure que les gens utilisent tous les jours. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut imaginer une mise en place en 2 temps. Une phase pilote dans laquelle on rédige une procédure spécifique, dans laquelle on n'oublie aucun point. Puis, dans un deuxième temps, on redistribue dans les autres procédures qui sont utilisées par le personnel. Ensuite, on a des mesures beaucoup plus basiques, comme la constitution de stocks tampons de matières premières et de produits semi-finis, des mesures de contingentement, c'est-à-dire limiter l'importation ou la distribution d'un dispositif, anticiper au maximum les arrêts de commercialisation de dispositifs ou de gammes de dispositifs, et bien sûr s'assurer que l'entreprise obtient et maintient les autorisations nécessaires. Donc, dans l'Union européenne notamment, vu qu'on est sur une transition de la directive au règlement, anticiper au maximum cette transition. Si la pénurie ne peut pas être évitée, dans ce cas-là, les dispositions réglementaires s'imposent. Et là, les conseils qu'on peut donner, c'est de communiquer avec les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé pour diminuer la gravité de la pénurie. Transmettre également une information à destination des acheteurs, des utilisateurs, des institutions administratives concernées. Rechercher et communiquer sur les alternatives. Et dans l'Union européenne, dans le cadre de la transition de la directive au règlement, si la cause de la pénurie, c'est la non-obtention de l'autorisation réglementaire, on sait qu'il y a des possibilités, sous certaines conditions très strictes, de dérogation de mise sur le marché par les autorités compétentes. Et donc, je finirai en concluant sur le fait que les dispositions réglementaires relatives aux pénuries d'EDM sont relativement récentes. Elles doivent être prises en compte dans le système de management de la qualité. La gestion des risques de pénurie, elle permet d'anticiper les pénuries et d'atténuer leur impact. Et au-delà de la déclaration de pénurie à l'autorité compétente, une communication efficace entre services avec les opérateurs économiques, les professionnels de santé, les institutions administratives et les utilisateurs est indispensable. Merci pour votre attention.